Ce que vous voyez ici, c'est un corps sans vie. Personne ne se trouve à l'intérieur. Et quand je dis personne, je parle bien d'une âme. D'ailleurs, vu son état, je dirais qu'elle est morte il y a pas longtemps. À peine 5 minutes. Quelle mort paisible. Mais ça, c'est pas le cas pour tout le monde. Faut quand même le préciser. On part pas tous paisiblement. Et certaines morts sont bien plus violentes que les autres. En tout cas, elle va mourir ici, et de ce que je peux en déduire, je dirais que c'est le cachet qu'elle vient de prendre qui l'ont tuée. Vous vous doutez bien qu'on va parler de la mort, mais pour ce faire, on doit surtout parler de la vie. Et attention, je ne parlerai pas des départs très prématurés pour certains. C'est un sujet à part. D'ailleurs, on ne va pas parler que de la mort, rassurez-vous. Mais pour le moment, revenons-en à ce corps. Bingo. Le cachet qu'elle a pris a bien mis fin à ses jours. J'ai beaucoup de questions en ce qui la concerne. Où est la personne qui s'y trouvait à l'intérieur? Qu'a-t-elle vécu pour en arriver là? C'est toujours perturbant de voir un corps sans vie. Surtout quand tu connaissais la personne qui y habitait. C'est comme rentrer dans une maison vide, sans meubles et les volets fermés alors que la veille le même endroit était rempli de vie. Mais qu'en est-il de la personne qui avait loué ce corps? Où est-elle maintenant? Si j'avais la réponse, j'aurais résolu absolument toutes les questions de ce monde. Alors considérez ce récit comme une simple hypothèse, une histoire, ou bien un fait. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez votre esprit et vos yeux. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vie et de cette virgule qui sépare notre monde de l'au-delà. La mort n'est qu'un passage. La vie, c'est ce qui existe avant la mort. L'amour, c'est ce qui existe avant la rupture. Et jusqu'ici, je pense que nous sommes tous d'accord. La rupture marque donc-t-elle la fin de l'amour? Probablement, mais seulement pour un temps. La mort signifie-t-elle alors la fin de la vie? Ouais, mais laissez-moi développer. Nous, les humains, menons une vie ici et maintenant. Nous avons aussi le pouvoir de créer la vie. Mais je ne parle pas seulement d'enfants, je parle de donner vie autrement. Nous donnons vie à des histoires d'amour, à des instants précieux, à des moments qui marquent l'histoire. Nous donnons vie à la violence, à la guerre, à la haine, mais aussi au partage et à l'amour. Pourtant, toutes ces créations finissent inévitablement par s'éteindre. La fin d'une guerre, La guerre est finie. d'un couple, d'une carrière, d'une soirée, la conclusion d'une histoire passionnante racontée par un ami, ou même celle d'un simple repas en famille. Chaque moment a un commencement et une fin, et aucune de ces infimes vies que nous créons inconsciemment ne sera jamais aussi précieuse que la nôtre. La fin d'un couple ne marque pas la fin de l'amour. La fin d'une guerre ne signifie pas que rien ne va se reconstruire. La fin d'une carrière n'est pas égale à la disparition d'un artiste. De la même manière, chaque fin ouvre la porte à un renouveau. Comprenez-vous où je veux en venir? Notre propre vie est une histoire, et dans notre histoire, nous donnons vie à des histoires qui débutent et qui se finissent. Imaginez la séparation abrupte d'un couple, la triste conclusion d'une carrière, et le renouveau qui suit la fin d'une guerre. Toutes ces histoires qui se finissent ne sont pas un point final. Alors imaginez la fin soudaine d'une vie, la douloureuse fin d'un homme atteint d'un cancer, et le soulagement du monde qui suivit la mort d'Hitler. Pourquoi tout ça se finirait par un point, et non par une virgule? Dans notre grande histoire qu'est la vie, nous emmagasinons d'innombrables expériences qui nous font grandir et évoluer tout du long. L'importance de ce message est donc de vivre chaque moment. Réjouissez-vous de vivre, d'avoir le pouvoir de créer et de donner vie à absolument tout ce que vous voulez. Mais alors, où est-elle? La personne qui était à l'intérieur, le corps il est bien là, merci, je ne suis pas aveugle. Non, parce que certes la mort n'est qu'un passage, mais tout ce blabla ne dit pas où se trouve la dame qui habitait ce corps. Bon, j'ai pas encore la réponse pour cette personne, mais j'ai la réponse pour celle-ci. James Leninger. Vous connaissez son histoire? Il est né le 10 avril 1998 aux États-Unis, et dès son plus jeune âge, il fait des cauchemars terrifiants. Il rêve en boucle d'un avion en flammes qui s'écrase avec un pilote prisonnier de son cockpit. Très vite, ses nuits deviennent agitées et dès l'âge de 2 ans, il commence à parler de ses visions. Les dessins qu'il réalise depuis qu'il sait tenir à crayon représentent des combats aériens intenses. Avions en feu, explosions, parachutistes. Et il signe systématiquement ses œuvres James troisième du nom, alors qu'il est le premier de sa famille à porter ce prénom. Intrigué par la précision de ses récits, un psychiatre le suit de près. Au fil du temps, le jeune garçon affirme être la réincarnation d'un pilote de chasse américain ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, il faisait partie de l'équipage d'un porte-avions dans l'océan Pacifique,
embarquant avec 20 avions corsaires dont il fut le seul à ne pas revenir. Abattu par un chasseur japonais nommé Zero. Ce récit s'accompagne de détails techniques surprenants. Le petit James raconte que les pneus des corsaires, avion dans lequel il aurait combattu à l'époque, se dégonflaient à chaque atterrissage. Un point méconnu, mais pourtant exact. Face à la cohérence grandissante de ces dires, le psychiatre propose aux parents de consulter des archives militaires. Et là, la vérité se révèle. Le 3 mars 1945, durant la guerre du Pacifique, un porte-avions nommé Natoma Bay lança une escadrille de 20 corsaires dont un seul ne revint jamais. Le pilote disparu s'appelait Lieutenant James Houston Jr. et son père portait également le même prénom que James, expliquant ainsi la signature énigmatique James, troisième du nom. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La famille du petit James, via leurs recherches, aurait retrouvé la sœur de James Houston Jr., le défunt pilote de la Seconde Guerre mondiale. Bingo, sa sœur est vivante. Et elle s'appelle Anne. Ils correspondront par message et finiront par faire un voyage pour la rencontrer. En compagnie, bien sûr, du petit James. Lors de leur rencontre, il l'aurait appelée Annie, comme s'il l'avait toujours connue. Et ils auraient discuté durant un long moment. D'ailleurs, ce jour-là, la mère du petit James était là et aurait trouvé les manières de son fils un peu déplacées, d'avoir appelé la mamie Annie. Mais la grand-mère déclara « Ce petit garçon ne peut qu'être mon frère. Il connaît des détails de ma jeunesse que même mes parents ignoraient. Et il m'appelle Annie, comme le faisait mon frère. » Les parents ainsi que le petit James auraient aussi rencontré les anciens camarades de James Houston, présents lors de l'excursion le jour du crash de James. Là, on parle de l'ancien pilote. Et le petit aurait reconnu tous ses anciens camarades, reparlant du bon vieux temps avec eux. N'est-ce pas fascinant? Le temps passe et James doit rentrer avec ses parents chez eux. Et une fois à la maison, il aurait pleuré et dit « Je n'aurais pas pensé qu'il serait devenu aussi vieux. Tous mes copains ont bien vieilli », en parlant évidemment de ses anciens camarades. Pour clore ce chapitre douloureux, la famille Leninger se rend au Japon et déposa un bouquet de fleurs en mer, précisément à l'endroit où le pilote s'était écrasé. Peu à peu, les cauchemars de James s'estompent et disparaissent vers l'âge de 8 ans. Quelque temps plus tard, alors que les choses s'étaient enfin apaisées, James déclara à ses parents « Vous êtes de bons parents, et j'ai bien fait de vous choisir. » Monsieur et Madame Leninger crurent que le sol se réouvrait à leurs pieds, mais James continua et dit « Vous étiez tranquillement assis sur la plage un soir auprès d'un petit restaurant et je m'étais dit que vous feriez de bons parents pour moi. » Les parents n'eurent aucun mal à situer le moment dont parlait James. Ils étaient alors en voyage pour leur anniversaire de mariage. Le petit restaurant était celui où ils venaient de dîner. Et c'est précisément le soir où Madame Leninger avait dit à son mari « Nous sommes bien ensemble. Il serait peut-être bon à présent de penser à fonder une vraie famille. » 5 semaines plus tard, Madame Leninger tomba enceinte du petit James. Est-ce que vous imaginez 5 minutes comment cette histoire est folle? Pour les plus sceptiques d'entre vous, menez vos recherches et je vous assure que cette histoire est bel et bien réelle. D'ailleurs, le James d'aujourd'hui a 26 ans et une interview de lui a été faite à ses 16 ans où il assurait ne se rappeler de rien, comme si son deuil d'une autre vie aurait été fait et serait maintenant libre de vivre et de mener la sienne. Si vous vous rappelez du corps solitaire étendu au cœur de cette forêt, vous avez vu l'image brute d'une fin apparente. Pourtant, cette scène n'était que le prélude à une révélation plus vaste. La mort n'est qu'une fin pour votre corps physique. Votre âme, elle, s'envolera et continuera son histoire bien au-delà d'ici. La réincarnation est un sujet à la fois fascinant et complexe. Elle entre en conflit avec de nombreuses croyances traditionnelles. Mais soulève aussi une question fondamentale. Pourquoi se réincarnerait-on? Dans quel but? Regardez. Dans ce corps reposait une âme. Une âme qui a vécu une expérience humaine pour apprendre, évoluer et accumuler de l'expérience. Chaque nouvelle vie représente une opportunité d'enrichir cette âme, d'y inscrire de nouvelles leçons et de contribuer à son éveil. Personnellement, je trouve que cette idée tient la route. Accumuler les vécus de vie multiples pour faire grandir son âme. Croire au paradis, c'est aussi choisir de voir la mort comme un passage vers un monde meilleur, un lieu où l'âme se renouvelle et où chaque adieu laisse place à un nouveau bonjour. Pour ceux qui redoutent que la mort ne soit rien, ou pire, le néant, imaginez que chaque fin contient le germe d'un renouveau. Comme répété plusieurs fois, la fin d'un couple ne signifie pas la fin de l'amour. Pourquoi la fin d'un corps signifierait la fin de l'histoire de l'âme? La disparition d'un être cher ou la peur de l'inconnu ne signifie pas l'effacement total, mais bien l'ouverture sur une dimension où l'expérience de vie se cumule pour enrichir notre essence.
Considérez la mort comme la chute des feuilles en automne, qui prépare le terrain à une floraison plus éclatante au printemps. Perdre un proche ne scelle pas le vide, mais libère une énergie qui continue de vibrer et de se manifester sous d'autres formes. Et du côté de tous ceux qui sont passés dans l'au-delà, la vie continue, ou si vous préférez un autre terme, l'histoire continue. Chaque rencontre, chaque instant vécu participe à l'évolution de notre âme, qui se forge à travers ces cycles de vie et de renouveau. Le message que je souhaite vous transmettre est donc simple. N'ayez pas peur de la mort. Que vous trouviez du réconfort dans l'idée d'un paradis éternel ou dans celle d'un cycle de réincarnation, souvenez-vous que la vie est une succession de passages, chacun porteur d'un potentiel de renouveau, de découvertes et d'expériences qui vous font grandir. Laissez le souvenir de ce corps dans la forêt vous rappeler que toute fin n'est que le commencement d'un voyage encore plus grand. Et maintenant, ne pleurez plus vos proches perdus. Leurs histoires se sont peut-être arrêtées un peu plus tôt que prévu pour certains, mais ce n'est qu'une page qui se tourne, un nouveau chapitre pour eux. Et pour vous dorénavant, continuez d'écrire le vôtre. Vous avez encore tant de choses à faire et à vivre. La vie ne s'arrête pas tant que vous rajoutez une virgule à votre histoire. Alors, changez de chapitre si vous vivez une période compliquée, ou même de livre s'il le faut, mais surtout, ne lâchez pas le stylo.